Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette masterclass sur le whisky français, une masterclass qu'on a intitulée Convergence et contraste. Donc l'idée c'est, au cours de cette masterclass, comme le titre le dit, de mettre un petit peu en avant la diversité des approches dans le monde du whisky français, mais également ce qui nous rassemble, ce qui rassemble les producteurs de whisky français. Donc on aura Sébastien Castan et Stéphane Bogart des distilleries Castan et Ethos. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste faire un tout petit préambule, puisque l'histoire du whisky français est assez récente. On va dire qu'officiellement, ça a commencé en 1983. Mais on n'a pas attendu, le siècle dernier pour commencer à développer notre expertise. Et effectivement, si ça a commencé aussi tard, le whisky français, c'est en bonne partie dû à une suite d'événements historiques, à commencer par un édit royal de 1713, édit signé de la main de Louis XIV, qui interdit la distillation de grains en France. Donc à partir du XVIIIe siècle, c'était un petit peu compliqué pour ceux qui voulaient se lancer dans le whisky de le faire, puisque c'était tout bonnement interdit. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre d'événements qui fait que ça a été assez compliqué. En revanche, on a pendant toutes ces années développé la technique de la distillation, même très très largement, puisqu'on a développé nos techniques, mais également nos appareils. Et avec la distillation vient aussi l'expertise du vieillissement, puisque beaucoup des eaux de vie produites en France, Cognac, Armagnac, Calvados et même bien d'autres, sont vieillis sous bois. Donc quand les distillateurs, au sens ceux qui produisaient déjà des autres eaux de vie, se lancent dans le whisky français, ils le font fort d'une expérience assez importante. Et ça, c'est toi, Sébastien, qui nous en parlera sûrement le mieux. Une autre catégorie de gens qui se sont lancés dans le whisky français et qui est tout aussi importante, c'est ceux qui étaient des brasseurs avant. Donc avant de faire du whisky, il faut savoir faire une bonne bière, puisque les premières étapes sont vraiment les mêmes, maltage, brassage, fermentation. Et donc beaucoup de brasseurs se sont lancés dans le whisky français. Et ça, c'est toi, Stéphane, qui pourra nous en parler. Donc voilà pour la petite introduction. Je vous laisse parler, messieurs. Peut-être toi, Stéphane, pour commencer. Merci à tous. Donc bonjour à tous. Effectivement, je suis Stéphane Bogart. Je suis le fondateur en fait de la distillerie Ethos qui distille le whisky Artesia. C'est une distillerie que l'on a créée en 2017, mais comme l'expliquait Mathieu, auparavant nous étions brasseurs avec 15 années d'expérience, une brasserie créée en 2003, à une époque où la brasserie artisanale était naissante en France, parce qu'on était moins de 150 brasseries artisanales en 2003. Aujourd'hui, on doit en compter un peu plus de 2500, donc avec un fort développement. Et en fait, on s'est diversifié en 2017 en créant Ethos Distillery, qui est hébergé par la brasserie, pour des raisons de facilité, puisque on a effectivement l'appareil de brassage, les cuves de fermentation qui sont à disposition. Et on a souhaité justement mettre en avant notre travail de brasseur à l'origine et une réelle maîtrise de la fermentation, comme on le fait effectivement pour la bière, avec notamment des cuves de fermentation qui sont thermorégulées, un travail de maîtrise de la fermentation sur le temps, puisqu'en fait on a des fermentations qui durent en moyenne 7 jours, et on laisse volontairement le temps à la levure de développer des esters qui vont nous donner des notes vraiment fruitées de la poire, de la pomme. Et c'est vraiment le travail de la levure que l'on a voulu mettre en avant, notamment au travers de nos distillats. Voilà, donc on fait effectivement partie de cette deuxième génération de distillateurs de whisky français, majoritairement issus de brasseurs. Merci Stéphane. Du coup, Sébastien, je te laisse toi nous parler de ton expérience, Ouais. plutôt distillation du coup. Voilà, moi, distillation, donc c'est Sébastien Castan. Je suis basé à côté d'Albi et je suis agriculteur à la base. J'ai 200 hectares en céréales. Mon père et mon grand-père étaient bouilleurs ambulants, donc on a toujours distillé dans la famille, sauf qu'on ne faisait pas de bouteilles. Et moi, en 2004, j'ai repris la distillerie de mon père ambulant. J'ai fait un an ambulant, mais bon, le folklore, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Donc il a fallu qu'on se sédentarise, on a créé notre bâtiment et on est parti sur les alcools de fruits, comme toute distillerie. Hein. Et on s'est aperçu que c'était compliqué avant des alcools de fruits. Et on avait l'idée de pouvoir faire un produit donc je puisse maîtriser ma matière première. C'était notre but ultime. Et ce qu'on fait maintenant, tous mes whiskies sont faits de ma production de céréales jusqu'au vieillissement, à part le maltage qu'on sous-traite. Et on est parti sur le whisky en 2010. Quand j'ai dit à mon père que j'allais faire du whisky, il m'a dit « tu pars dans le mur ». Mais maintenant, il revient en arrière et il me dit « oui, tu avais raison, c'est le produit qui est en vogue pour le moment ».
C'est vrai qu'on a une expertise différente par rapport aux brasseurs parce que nous, on a vraiment la culture de la distillation. Et j'ai voulu garder cette culture familiale, donc j'ai gardé les alambics ambulants que j'ai sédentarisés et on est, je pense, les seuls en France à distiller dans des alambics comme ça. On travaille toujours à la vapeur. On est sur des distillations par injection de vapeur directement dans le produit. C'est quelque chose qui est très important par rapport à nos produits. Vous le verrez après la dégustation. Ça va donner la texture du produit. Chaque alambic est totalement différent. Chaque chauffe va donner une texture différente au produit. La chauffe est très importante dans la texture du produit. La forme d'alambic aussi. Et c'est vrai que la France a la chance d'avoir une diversité de formes d'alambic que n'ont pas les autres régions de whisky. Et je pense qu'il faut travailler sur ça en France et on a cette chance d'avoir cette diversité. Et après, d'autre part, je suis vigneron. Donc, en étant vigneron, je voulais travailler des whiskies qui soient vieillis dans des fûts de vin. Ça, c'était vraiment ma touche principale parce que, voilà, en étant vigneron, je ne voyais pas faire des vieillissements dans d'autres fûts que des fûts de vin. Et maintenant, on est une distillerie, on était la 17e distillerie française quand on a commencé. Et on a commencé avec 2 tonneaux et maintenant, je fais à peu près 160 tonneaux par an. Donc voilà, on a quand même grossi petit à petit. En 10 ans, on a pris quand même de l'ampleur. Et on est dans les 10 distilleries vraiment françaises qui comptent, je pense. Merci Sébastien. Du coup, pour poursuivre notre fil, oui, dans la partie, avant de reparler de contraste, dans la partie convergence, effectivement, vous utilisez tous les deux des alambics qui sont un peu inhabituels. En Écosse, pour faire du single malt, c'est toujours du pot still. Donc c'est des alambics assez simples et il faut 2 passes pour produire un distillat. Et donc toi, Stéphane, tu utilises une petite colonne Holstein et donc toi, ce fameux alambic ambulant. Ça fait un vrai point commun pour les producteurs français, une vraie force de pouvoir utiliser des appareils distillatoires qui ne sont pas utilisés dans le reste du monde. Et par contre, un autre contraste dont on va pouvoir parler et commencer du coup la dégustation, c'est que quand les producteurs de whisky français se sont lancés, il y a ceux qui effectivement, comme Sébastien, se sont dit tiens, on a un parc de fûts disponibles, des fûts de vin, des fûts de cognac, des fûts de plein de choses, donc autant les utiliser. Et d'autres qui se sont dit attends, les Écossais ont quand même 2 siècles d'expertise, a priori, les fûts de Bourbon, les fûts de Sherry, les fûts comme ça, on sait que ça marche, donc on va plutôt partir sur cette direction-là. Donc on a vraiment 2 approches en matière de vieillissement. Une approche plus expérimentale avec des fûts issus du terroir français et une approche peut-être plus pragmatique avec des fûts qui ont déjà fait la preuve de leur efficacité. Donc sur cette deuxième catégorie, je te laisse la parole pour présenter tes produits, Stéphane. Oui, effectivement. Nous, on est plutôt jeunes dans le métier et notamment de la distillation. Donc, c'est vrai que l'expertise, comme je disais, brassage, fermentation, on l'a maîtrisée réellement. Par contre, c'est vrai que quand vous lancez un projet, les gens vous attendent tout de suite à la première dégustation du premier whisky que vous sortez. Donc, on est audacieux mais pas téméraire. Donc, en fait, le but, c'était vraiment de rassurer nos consommateurs, parce qu'on est aussi brasseurs, donc on a beaucoup de consommateurs, on va dire, de nos produits sur l'aspect bière. Et c'était de leur inciter une certaine confiance dans ce nouveau métier qui était le nôtre et de les rassurer sur la qualité des produits que l'on pouvait sortir et que le consommateur puisse se dire, effectivement, c'est du whisky. Ça a tous les codes standards du whisky et ils savent faire du whisky. L'idée, ça sera vraiment d'évoluer ensuite dans l'avenir sur des choses peut-être un petit peu plus audacieuses. Mais voilà, c'était l'idée de base que de partir sur des vieillissements de barriques de Bourbon majoritairement. Là, on a également des séries en Sherry, Oloroso ou Porto. Mais voilà, le vin, ça viendra peut-être à l'avenir, mais on n'avait pas non plus la légitimité que peut avoir Sébastien sur la maîtrise de ce type de vieillissement. On commence la dégustation ? D'accord. Donc voilà, donc en fait, pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Artesia, Artesia, ce sont des whiskies que l'on fait en 100% pur malt d'orge, comme je disais, avec des fermentations plutôt longues,
pour développer ces fameux esters assez fruités, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher dans la fermentation la production d'alcool à tout prix de façon rapide. Au contraire, on laisse le temps à la levure de faire son travail. On a d'ailleurs testé pas mal de levures au départ pour avoir des choses assez particulières, plutôt fruitées. Et effectivement, on a une distillation ensuite qui se passe dans un alambic Holstein qui nous permet de faire, grâce à la colonne, une seule passe. Et seul le tourbé que l'on a fait il y a 2 ans maintenant a été fait sur un système de 2 passes. Donc c'est l'avantage aussi de cet alambic, c'est de pouvoir avoir une variété de produits assez importante selon que l'on utilise la colonne ou pas. Donc effectivement, là, on va inverser un petit peu l'ordre de dégustation qui était initialement prévu. On va d'abord commencer par le sherry. Celui-ci, il a une histoire un peu particulière, c'est que lorsque l'on a réalisé la distillation, on a de suite choisi de le faire vieillir dans 2 barriques différentes. Il a d'abord subi un premier passage en barrique de chêne neuf, on va dire, pour lui donner un caractère initial assez franc. Et ensuite, on a scindé le lot en 2 vieillissements distincts, qui sont le vieillissement en barrique de Porto intégrale et le vieillissement en barrique de sherry. L'idée, c'est qu'effectivement, notamment vis-à-vis de nos consommateurs de bière, c'était de jouer ce rôle à plein temps d'éducateur. Donc en fait, c'est de montrer le travail et l'apport du bois dans le résultat final, le choix de la barrique. Donc on conseille en général à nos consommateurs fidèles d'avoir une dégustation parallèle des 2 whiskies, de vraiment noter les notes distinctes de chaque produit. Donc là, pour la version sherry, comme je l'expliquais, on est d'abord sur un vieillissement de 6 mois en barrique neuve, puis se transfère en barrique de sherry. Donc vous allez voir au travers de la dégustation où on retrouve des notes vraiment typiques du sherry, de l'Oloroso, qui donnent des notes vraiment légèrement confites, assez marquées sur le bois. En bouche, on retrouve également ce côté très marqué Xérès. Des notes également légères de griotte, avec malgré tout une présence boisée assez franche. On a quand même pas mal de longueur, parce que ça reste un whisky assez jeune. On est donc sur un whisky de 3 ans et demi, mais qui est assez présent, assez gourmand également. Et qui a une finale plutôt aussi épicée, avec un côté poivré qui est très présent. Donc là, on est sur une réduction à 45%, ce qui lui donne quand même ce caractère quand même affirmé. Voilà, donc une bonne longueur, en fait, on sent vraiment le travail de la barrique. C'est ça qui est intéressant quand on le compare avec également la version Porto, c'est qu'on a des notes vraiment totalement influencées par le travail du bois. C'est un whisky qu'on pourrait également laisser davantage sur le bois pour le laisser continuer sa maturité. Donc voilà pour le premier whisky. Ensuite, on a donc, en collaboration avec la maison du whisky, on a sorti pour l'événement du Whisky Live un Artesia complètement différent de ce que l'on fait sur notre Artesia classique, qui est le premier whisky que l'on a sorti à la distillerie, qui est un whisky toujours issu d'un wash de 100% pur malt d'orge, toujours avec ce principe de fermentation longue, qui est distillé en simple distillation, mais qui a un vieillissement plutôt traditionnel en barrique de Bourbon, parce que personnellement, je suis un amateur également de Bourbon, donc qui est l'Artesia que l'on appelle fût noir. Et celui-ci, il a la particularité, justement en collaboration avec la maison du whisky, on a beaucoup travaillé sur celui-ci, c'était de le pimper, on va dire un petit peu, par rapport à sa version classique, qui était
un whisky à 45% de volume. Et celui-ci, on l'a fait subir un passage supplémentaire dans une barrique pendant 5 mois. Cette barrique a la particularité d'avoir été issue du milieu justement viticole, mais d'avoir été totalement retravaillée à l'intérieur, puisqu'on a retravaillé le bois comme une barrique neuve. Donc en fait, on a fait une chauffe qu'on appelle Char 3, d'où son nom fût noir Char 3, une chauffe intense pour permettre d'amplifier ces notes que vous allez sentir de caramel légèrement miellé, très vanillé. Donc un passage de 5 mois. Donc là, il a vraiment une attaque beaucoup plus franche, beaucoup de caractère également pour un jeune whisky, c'est ce que l'on recherchait. Où là, on sent justement le côté légèrement toasté, brûlé de la barrique, avec des notes un peu abricot sec, ce côté aussi pomme. Là, en première bouche, on a vraiment le côté, je ne vais pas dire carbonisé du bois, mais on sent la présence justement du feu. Il a une présence alcoolique qui n'est pas si marquée que ça malgré tout. Donc c'est un whisky qui reste quand même assez facile à déguster. Et toujours ces aspects un peu d'abricot sec, de pommes tatin également. Et on ressent bien les arômes vanillés, boisés de la barrique. Donc c'est un whisky beaucoup plus complexe, on va dire, que sa version initiale. Et malgré tout, il a une bonne longueur, donc un whisky jeune, mais qui a déjà pas mal de maturité. Voilà, la longueur est vraiment persistante, donc c'est ce qui est agréable aussi dans sa dégustation. Merci Stéphane. Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser sur ces deux premiers produits ? Très bien. Bah, écoutez, je vous propose de passer à la suite. Il y a une petite différence de taille donc aussi entre les deux premiers et les deux seconds. Donc, dans les deux cas, on est sur des alambics assez originaux. Dans la production de Sébastien, je vais te laisser en parler, on va découvrir la tourbe, qui est un arôme bien connu des amateurs de whisky. Donc je te laisse nous les présenter. Comme je disais précédemment, moi j'ai gardé des alambics familiaux, donc c'est des alambics qui travaillent à la vapeur, simple distillation avec une colonne Stoeffler en bout. Si vous venez sur le stand, vous verrez, c'est comme une locomotive, on a 4 marmites où la vapeur passe d'une marmite à l'autre. Et là, je vais vous présenter 2 whisky tourbés. Donc la particularité chez moi, c'est que je ne fais jamais de finish sur mes whiskies. On fait des vieillissements intégral dans un fût. Donc moi, je choisis toujours des fûts de vin. Donc là, par exemple, en l'occurrence, le premier que vous allez goûter, l'Argile, est un whisky vieilli dans un fût de vin rouge. On est sur du Bergerac rouge. C'est des whiskies qui ont 4 ans d'âge. Donc sur nos tourbés, on n'aura jamais une tourbe très explosive. On a toujours quelque chose de très fin, de très fondu. Par contre, on va avoir une très belle longueur en bouche. C'est ça qui est intéressant sur nos tourbés. Donc le fût de vin rouge moi je ne cherche pas le côté vineux dans les fûts de vin, c'est surtout le côté fruité. Donc quand moi je reçois les fûts de vin de chez les vignerons, on passe toujours la vapeur dedans pour enlever ce côté vineux. Je n'aime pas avoir ce côté vineux sur mes whiskies. Donc toute la gamme que j'ai, on peut travailler du blanc jusqu'au rouge, mais c'est toujours des fûts de vin. Donc là, on va être plus sur un côté griotte qui va se marier avec ce côté salin, iodé qu'on a de la tourbe. Et une autre particularité de chez moi, c'est que les vieillissements, souvent on fait des vieillissements à 63 degrés. Moi, je réduis mes jus avant mise en tonneau.
C'est-à-dire que j'ai souvent des tonneaux à 50 degrés qui vont travailler pendant 4 ans à 50 degrés, ce qui me permet de réduire beaucoup moins mes whiskies avant embouteillage. Je mets beaucoup plus de tonneaux pour faire... mais c'est un choix. C'est un choix parce qu'en faisant des whiskies jeunes, je voulais avoir le plus de matière possible du tonneau. Le second whisky que je vais vous présenter, c'est un whisky qui a été choisi par la maison de whisky. Donc on a envoyé plusieurs jus et ils ont sélectionné ce jus pour le Whisky Live. Et donc là, ça marque vraiment le sud-ouest parce qu'on est sur un vieillissement en fût de Pacherenc de Vitteville. Donc là, c'est un brut de fût à 59 degrés qui a vieilli 5 ans dans un fût de Pacherenc. Donc là, on va avoir une intensité qui est très agréable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas avoir le côté piquant des 59 degrés. On a la force, ça c'est sûr, on l'a, mais on n'a pas le côté alcooleux, le côté feu qu'on pourrait avoir à 59 degrés. On a de la gourmandise, on a vraiment des épices en fin de bouche qui sont très agréables. Très belle longueur en bouche, on a vraiment ce retour qui reste, qui est vraiment très marquant de notre gamme de whisky tourbé. On a toujours cette longueur en bouche dans nos whiskies. Alors pareil, est-ce qu'il y en a qui ont des questions éventuellement sur que ce soit pour Stéphane ou Sébastien? Alors peut-être comme on a encore un petit peu de temps pour avancer un petit peu sur les sujets, est-ce que vous pourriez chacun de vous nous dire un petit peu c'est quoi vos projets, c'est quoi la suite? Je sais que tu parlais de tourbé aussi, Stéphane, de ton côté, que toi, Sébastien, c'est de plus en plus ta propre orge. Donc peut-être que chacun à votre tour nous donnait juste une petite vision un petit peu de la suite pour conclure cette masterclass. Oui. Alors nous, on a plusieurs projets, à la fois techniques et produits. C'est-à-dire que, comme je le précisais initialement, on est issu d'une brasserie. Donc c'est vrai que le projet de lancer une distillerie, c'est un projet ambitieux et assez lourd en termes financiers. Donc la brasserie a toujours, on va dire, participé au financement et au développement de la distillerie, même si c'était, on va dire, déjà au départ, deux entités juridiques différentes. Mais là, il se trouve qu'on a vendu, nous, la partie brassicole cet été. Donc jusqu'à présent, on était hébergé par la brasserie à titre gracieux, si je peux m'exprimer comme ça. Mais on avait quand même une présence de plus en plus importante au sein de la brasserie. Et il était déjà décidé, même avant la session de la brasserie, de réaliser le déménagement de la distillerie. Donc les 18 mois prochains vont être consacrés à l'installation d'un nouveau site de production avec une amplification des volumes, parce que les consommateurs, Dieu merci, nous répondent présents, donc c'est plutôt enivrant d'avoir des projets comme celui-ci. Mais on va donc devenir autonome en termes de brassage de nos produits. On va pouvoir justement développer des produits différents, et je pense notamment à l'élaboration d'un whisky de seigle que l'on avait déjà réalisé sur les premières années, enfin les premiers mois de la création de la distillerie, mais avec des pourcentages de seigle qui étaient limités à 60% en raison de la difficulté de filtration que l'on avait sur notre matériel de brassage. Et oui, c'est déjà pas mal. C'est bizarre. Et donc là, on a décidé techniquement de passer sur quelque chose de différent pour justement essayer de se rapprocher, on va dire pas d'un pur seigle, mais de monter en puissance sur le volume de versement de seigle. Et par ailleurs, on a donc distillé notre premier tourbé il y a maintenant 2 ans. L'idée, c'est d'en faire une série unique chaque année,
avec ce principe de double distillation par rapport à ce que l'on fait sur l'Artesia classique, sur la simple distillation, et donc d'apporter vraiment un whisky différent à nos consommateurs à l'avenir. Voilà, donc ça c'est les projets majeurs, mais c'est vrai que le déménagement d'une distillerie et la construction d'un nouveau site va nous rendre très chargés dans le planning, mais ça va nous permettre de développer énormément la capacité de production. Et donc on est vraiment satisfait de ce projet et on a de grandes ambitions pour l'avenir, tout en restant malgré tout une brasserie, enfin une distillerie. Vous voyez, j'ai encore il faut que j'arrête de parler de brasserie, mais on reste sur le côté très familial parce que c'est ma compagne Cathy qui distille, ce qui je pense n'est pas très non plus courant dans le métier. Elle apporte vraiment un petit plus, une sensibilité différente à nos produits et voilà. Donc l'idée c'est de rester sur ce schéma familial et traditionnel dans notre petit village de 4000 habitants dans les Hauts-de-France. Alors nous, ce qu'on envisage à l'avenir, c'est de faire des whiskies plus vieux. C'est d'arriver à... On a un projet des 10 ans, des 15 ans d'âge qui vont, pour moi, asseoir la distillerie parce qu'à un moment donné, si on a un vieux whisky, on assoit notre distillerie dans le monde du whisky. Et la seconde étape, qui est à moyen terme, mais en whisky on part toujours à moyen terme, voire à long terme, c'est avoir notre propre malterie. Les devis sont déjà faits, on a un projet, mes 2 enfants veulent reprendre la distillerie et notre projet c'est d'avoir la malterie et de pouvoir arriver du grain jusqu'au vieillissement sans intermédiaire. Ça c'est le but ultime parce que le maltage à façon est de plus en plus compliqué. Moi, je suis en agriculture biologique. Fin 2023, toute ma gamme sera en agriculture biologique. Et le fait d'aller malter dans le nord de la France, parce que historiquement, toutes les malteries sont dans le nord de la France, ça ne matche pas avec l'agriculture biologique. À un moment donné, il y a un décalage, il y a du transport, il y a de tout. Donc, si on peut essayer de limiter le transport et d'avoir tout intégré dans la distillerie, ça sera le top, ça sera top, c'est le but pour nous. Mais bon, c'est des investissements qui sont quand même assez lourds financièrement et surtout humainement parce que ça demande de la main-d'œuvre. Et nous, en campagne, lui, c'est 4000 habitants, nous, c'est 500 habitants, le village. C'est compliqué pour trouver du monde pour travailler. Merci beaucoup à vous deux. 20 Avant de et 17. conclure, il y a peut-être effectivement une ou deux questions, donc je vais vous laisser poser les questions. Oui, je voulais vous demander par rapport au whisky tourbé, là vous faites malter. Vous faites votre malte dans le nord. La tourbe, elle provient de où? Et par la suite, quand vous aurez votre malterie, est-ce que ça sera le même processus ou pas? Alors, on fait malter à 2 endroits. On fait malter Malterie du Château en Belgique ou Malterie des Hautes-Vosges. C'est les 2 seules malteries qui font du tourbé. Donc, on peut avoir de la tourbe qui vient d'Écosse ou maintenant, avec le Brexit, on a beaucoup plus de tourbes qui viennent d'Allemagne. Donc là, vous ne savez pas forcément quel style de tout, parce que chaque secteur a sa spécificité, on va dire. Le problème, c'est que quand on fait du maltage à façon, on n'a pas trop le choix. Voilà, on demande du tourbé, on demande surtout les ppm, on est sur du 35 ppm de moyenne, mais après on ne peut pas demander une tourbe bien précise, bien caractéristique. Mais là aussi, dans nos projets, on vient de lancer l'année dernière, je suis en train de faire une gamme fumée, au bois de hêtre parce qu'on s'aperçoit que la tourbe va être de plus en plus compliquée et il faut déjà avoir une alternative pour pouvoir avoir un produit qui se différencie. Donc on part sur une gamme fumée qui sortira dans 4 ans, normalement. Une petite précision, oui, sur la tourbe, les zones humides en France sont toutes protégées. Donc a priori, pas possible d'exploiter de la tourbe française, en tout cas pas pour le moment. Impossible. C'est impossible, hein. C'est impossible et ça ne viendra pas parce que même en Écosse, ils sont en train de restreindre la consommation de tourbe. Donc je ne vois pas pourquoi la France dirait aujourd'hui on peut exploiter les tourbières. Là, je pense que ce n'est pas possible. Ça a plutôt tendance à disparaître carrément, hein, l'exploitation de la tourbe. Et après, on s'aperçoit que les Écossais vont faire aussi de la rétention, donc ils vont garder les tourbes pour eux. Même pour nous, quand on tourbe... Ce n'est pas la meilleure tourbe qui nous envoie. Je pense que nous, les Français, on ferait pareil si on avait la tourbe. Hein. On n'enverrait pas la meilleure chez eux. Hein. Est-ce qu'il y avait d'autres questions éventuellement?
Bon, bah, merci beaucoup à vous deux et puis merci à tous. Merci à vous. Merci Bon d'être salon. venu. Merci.